Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour Débat des Presses, le décryptage des faits de l'actualité nationale et internationale sur la RDV. C'est chaque dimanche en direct à partir de 11h et c'est avec les meilleurs analystes de la presse au Burkina Faso pour ce numéro de Débat des Presses. 3 sujets convoqués au débat. D'abord, le coup de poing du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Un coup de poing qui a permis l'interpellation de 72 personnes pour faire de contrebande de carburant à grande échelle. Un trafic illicite qui nuit à l'économie, mais pas seulement, qui alimenterait, selon certaines sources, des réseaux terroristes. Se pose alors la question, sommes-nous en train de véritablement prendre le taureau par les cornes dans la lutte contre le terrorisme? Réponse avec nos invités ce matin. Et ce matin également, la lutte contre le terrorisme au Sahel, où le président Roch-Marc Christian Kaboré se fait le porte-parole ou le porte-voix, si vous voulez, à la 76e session de l'ONU. Dans son discours, le président du Faso est revenu sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, les changements climatiques et le Covid-19. Analyse dans quelques instants avec nos éditorialistes et avec nos éditorialistes. Le congrès du MPP, le parti au pouvoir qui s'achève ce dimanche avec l'élection d'un nouveau président qui, pour succéder à Simon Compaoré, qui, semble-t-il, sera fait président d'honneur du parti. Les tractations se poursuivaient toujours ce matin au Palais des Sports et au-delà. Mais par-dessus tout, ce congrès est aussi le lieu du bilan pour la gouvernance MPP. Le MPP qui voit ses rangs grossir chaque jour de nouveau avec de nouveaux arrivants. Finalement, sera-t-il l'albatros qui risque de ne pas pouvoir voler du fait de ses grands ailes? On en débat donc avec d'abord Abdoulaye Tao. Abdoulaye Tao est directeur de publication de l'Économiste du Faso. Bonjour Tao. Bonjour. Et merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à Débat des Presses, Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendré. Bonjour Inoussa. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. Et puis troisième invité, Dabadi Zumbara, rédacteur en chef des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. On attend d'un moment à l'autre Hyacinthe Sanou, directeur de publication de Fil Info, qui nous rejoindra certainement dans les minutes qui suivent. Et alors, on va commencer avec vous, Tao. Et on l'a vu, le sujet sur le trafic illicite de carburant dans certaines zones du Burkina Faso ne vous est pas, c'est un sujet qui ne vous est pas étranger. Plusieurs fois, l'économiste du Faso en a parlé. Pour vous, ce coup de poing du procureur du Faso, est-ce que c'est bon à prendre? Oui, c'est très bon à prendre. Maintenant, très bon à prendre pour qu'on aille jusqu'au bout de l'opération. Et je pense qu'on va faire un peu, j'allais dire, du nettoyage dans le secteur de la fraude au carburant. Il y a des personnes qui sont interpellées, les enquêtes sont en cours. Je pense qu'on n'a pas encore interpellé tout le monde. Ce week-end, on a appris qu'il y a un gros trafiquant qui a échappé les mailles du filet. Donc, c'est une opération qui tombe à pic. Peut-être qu'elle vient un peu tard, parce que le phénomène a eu le temps de se développer, de se structurer, et il faut lui couper toutes ces tentacules. Je pense que c'est le travail que le procureur et la justice doivent mener maintenant. Ça va peut-être prendre du temps, mais il faut maintenir la pression pour essayer de voir comment on peut soit éradiquer, soit limiter le phénomène. Parce qu'il est réel. Il est réel, mais il n'avait pas atteint cette ampleur. Oui, on va y arriver certainement sur les modes d'action et puis comment les choses se passent sur le terrain. Dabadi, on l'a vu, c'est sur saisine de l'ASE-LCE, selon le communiqué du procureur du Faso, près du tribunal de grande instance Ouaga 1, que ces services ont adjoint la gendarmerie et tout le reste pour cette enquête. Donc, on peut dire ici qu'on commence à ouvrir l'œil ou peut-être même qu'on est en train toujours de garder l'œil ouvert et le bon. Oui, tout à fait, on peut le dire ainsi. Je pense que c'est une opération qu'il convient de saluer à sa juste valeur, parce que c'est une opération de salubrité publique, en ce sens qu'elle contribue à la lutte contre le terrorisme et la corruption aussi. Et donc, je pense que c'est une opération qui vient nous rappeler encore une fois l'urgence et la nécessité pour l'ensemble des Burkinabés de collaborer avec les forces de sécurité, mais aussi avec l'ensemble des services qui sont impliqués dans la lutte contre le terrorisme
terrorisme, la corruption, etc. Parce que c'est clair et net que ce phénomène apporte un préjudice grave à l'économie nationale, mais aussi aux activités d'honnêtes opérateurs économiques. Et donc, au-delà, j'ai la faiblesse de croire que la vente de carburant de contrebande contribue également à nuire à l'économie nationale, mais aussi, bien plus grave, à nourrir le terrorisme. Parce que si on assiste à une situation où on voit que les terroristes se déplacent de l'est à l'ouest et du sud, du nord au sud, ça veut dire qu'ils arrivent effectivement à s'approvisionner en carburant auprès de certains citoyens. Et tant que ces derniers ne seront pas mis hors d'état de nuire, pourrait-se dire ainsi, il sera difficile de lutter contre, contre le terrorisme qui endeuille régulièrement le Burkina Faso. Donc je pense que tant qu'il n'y a pas de dénonciation, effectivement, les contrebandiers vont continuer leur activité. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a commencé effectivement à ouvrir l'œil, parce que d'abord, c'est suite à une dénonciation, et ensuite, il a fallu que, effectivement, l'autorité supérieure de contrôle d'État de lutte contre le terrorisme, contre la corruption, mette ses équipes sur le terrain, et que finalement, on puisse effectivement faire venir aussi, faire intervenir les forces de sécurité, notamment la gendarmerie, la police, pour effectivement essayer de voir à quel niveau, effectivement, le phénomène a atteint en termes de proportion. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les arrestations qui ont été opérées, il faut effectivement inviter la justice à effectivement investiguer davantage, comme Tao l'a dit, à aller jusqu'au bout. Parce qu'une chose, c'est d'appréhender les gens, et une autre, c'est aussi de faire en sorte que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions exemplaires à l'endroit de ces fautifs-là, ça va effectivement encourager certains à poursuivre. Vous savez, aujourd'hui, il est question effectivement de lutter, par exemple, contre tous ceux qui fournissent, que ce soit des motocyclettes, la nourriture, etc., et même les armes et munitions aux terroristes. Sinon, si on ne le fait pas, et c'est difficile parce que chaque jour, ils vont se renforcer et revenir attaquer et endeuiller le pays. Et donc, ce qui est désolant, c'est que, il faut reconnaître que malheureusement, ce sont des Burkinabés qui sont effectivement derrière ce trafic, même si peut-être de leur côté, on peut dire que ils collaborent avec d'autres personnes qui sont de nationalité peut-être étrangère, mais on a effectivement des fils du Burkina. Ça montre à quel point le phénomène a pris des proportions. Et donc, pour moi, il y a lieu effectivement de prendre des mesures urgentes pour effectivement, à défaut d'éradiquer, parce qu'on sait que c'est pratiquement pas possible, réduire ce phénomène à sa plus simple expression. Et ce sont ces mesures que le procureur commence à prendre certainement à Inoussa pour non seulement tarir un peu ces sources de financement du terrorisme, mais même ces sources qui alimentent un peu l'activisme terroriste sur le terrain. Tout à fait, c'est vraiment une bonne opération, comme les uns et les autres l'ont déjà indiqué. Et c'est la preuve aussi que la lutte contre le terrorisme ne passera pas uniquement que par les armes. Parce que pendant longtemps, on a beaucoup mis l'accent sur ça et les autres acteurs de la chaîne n'ont pas véritablement bougé. Ce qui fait que les résultats sur le terrain étaient très mitigés. Mais avec cette nouvelle forme de lutte qui met en branle l'ensemble des acteurs, je me dis que les résultats vont venir progressivement. La douane doit être fortement impliquée dans la lutte contre le terrorisme. Les agents des eaux et forêts doivent être impliqués dans la lutte contre le terrorisme. La chefferie coutumière doit être impliquée. Tous les acteurs de la scène nationale doivent s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme, chacun à son niveau faisant son travail. Et si on arrive à avoir cette sorte de force qui consiste à bouger, à pousser ensemble et en même temps, je pense qu'on parviendra à des résultats probants. Le travail formidable qui a été fait par la justice, par la SELC, donc nous interpelle à toujours rester en veille et surtout à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Continuer le travail de tarissement des sources, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de lutter contre le terrorisme, il s'agit de lutter contre le terrorisme en général, et tous ces aspects-là qu'on prend en compte de plus en plus, je me dis, permettra effectivement d'atteindre des résultats en tout cas beaucoup plus probants. Oui, Abdoulaye Tao, mais à voir un peu de près la plupart des publications que vous avez faites sur le sujet et selon le communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance, Ouaga 1,
avoir de près la stratégie des trafiquants est très bien huileuse sur le terrain. On a comme l'impression que c'est quelque chose qui a fait d'un génie à la limite. Tout à fait. Je pense que, vous savez, c'est de la logistique. C'est de la logistique. Et on a un besoin pour un produit précis. Donc, on met en place un dispositif. Et c'est ce qu'ils ont fait. La fraude, selon les informations que nous avons pu recouper, c'est Nigeria, Bénin, et ça irrigue la zone de l'Est, et souvent via le Niger. Donc, ils ont des spécialistes, ils ont des complicités au niveau des transports qui permettent de franchir un certain nombre de postes, de livrer des sites, et après, certainement, comme c'est des sites illégaux, on peut supposer que les fûts qu'on stocke là-bas alimentent d'une certaine façon la zone de l'Ouest qui est devenue une zone pratiquement... La zone de l'Est. Voilà, une zone comme un no man's land. Et c'est pour ça que ça s'est développé dans cette zone. Mais là, ce qu'il faut préciser, c'est que la technique utilisée, ce n'est pas les citernes. Parce que les citernes sont plus formalisées. Ici, ce qui est inquiétant... Et c'est plus visible. Et c'est plus visible. Ici, c'était des stratagèmes utilisés à travers des fûts de carburant, les barriques, comme on dit. Là aussi, c'est trop gros, par exemple, pour poster un poste de douane pour qu'on ne saisisse pas les camions, à moins qu'ils passent par des chemins détournés, comme on le dit. Et là, c'est une question que tout le monde se pose, comment ça a pu se faire. Et c'est pour cela que c'est très intéressant, je voulais revenir là-dessus. Et ce genre de fraude-là, c'est vrai qu'il y a des complicités qu'il faut arriver à déterminer à tous les niveaux. C'est pour cela qu'il faut saluer, dans le communiqué du procureur, il a parlé d'une dénonciation. Il y a une dénonciation qui a été faite, qui est documentée, et qui a permis justement d'aller chercher les gens sur le terrain et de les interpeller. Et je pense que la lutte dans ce cas-là n'est pas encore finie, parce que beaucoup de gens doivent disposer d'un certain nombre d'informations qui peuvent permettre à la justice d'avancer sur le dossier pour essayer justement d'interpeller tous les barons qui sont impliqués dans cette fraude-là. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va construire un pays, on ne peut pas dire qu'on est dans un pays en guerre, et en même temps fermer les yeux sur des pratiques qui sont en train de nous créer des difficultés sur le terrain. Oui, et Dabadi, le communiqué du procureur dit que le carburant proviendrait du Nigeria, mais aussi du Bénin et est stocké à Koualou. Et Tao l'a dit, après c'est acheminé dans différentes zones. Cela veut dire qu'il n'y a pas que seulement la police et la gendarmerie ou les services de douane, mais tout citoyen doit pouvoir être à mesure. Naturellement, parce que comme le procureur même l'a dit dans le communiqué, il appelle effectivement l'ensemble des Burkinabés à faire des dénonciations. Parce que tant qu'il n'y a pas de dénonciation, les contrebandiers vont continuer leur activité. Et donc ici, je pense que tous les services sont mis en branle, comme on l'a dit, parce que vous savez, ce sont des gens qui ont aussi, ils sont très ingénieux en réalité. Donc ils développent beaucoup effectivement de stratégies. Par exemple, les camions couramment appelés 10 tonnes, c'est ce qu'ils utilisaient, et ils transportaient le carburant à travers des barriques et autres. Donc on ne peut pas croire que c'est de l'essence à grande quantité. Souvent ça se fait, mais peut-être 2 ou 3 barriques, ça s'arrête là. Donc il suffit effectivement d'entreposer autres produits, et bien on peut même tromper la vigilance, la douane. Mais par contre, là où on va décharger le projet, les produits, les magasins, les propriétaires de ces magasins, etc., il faut qu'à ce niveau, effectivement, que les gens soient vigilants et que les gens puissent faire la dénonciation. Bon, c'est un peu voir et dire, bon, écoutez, ça ne me concerne pas parce que ce n'est pas mon affaire. Mon seul problème, c'est de n'avoir pas de problème. Et écoutez, si vous ne voulez pas de problème, les problèmes vont vous chercher comme Norbert Zongo le dit. Et s'ils ne vous trouvent pas, ils viendront à la maison, ils vous mettront dehors. On l'a dit dès le début, dans certaines localités, comme par exemple dans le Soum ou précisément à l'Est, on a dit aux gens de collaborer. Mais il y a des gens qui étaient très réticents parce qu'ils se disaient, bon, écoute, ce n'est pas notre problème. Après, bon, ils sont obligés de fuir les villages. Donc, si les gens veulent éviter ces genres de situations, il faut dénoncer toute activité suspecte.
c'est bon d'aller vérifier s'il n'y a pas de problème. Ben, s'il n'y a pas de problème, mais vous aurez la conscience tranquille que de voir et de ne rien dire. Et à un moment donné, vous êtes victime de cette corruption. Donc je pense que c'est à tous les niveaux, il faut interpeller effectivement tous les services, parce que c'est l'ARC d'abord qui a fait le travail sur le terrain, à travers une mission d'exploration, suite effectivement à la dénonciation. Donc ça a permis d'avoir quelques pistes, et donc la documentation est également importante, parce que ça permet effectivement de pouvoir remonter le fil, de savoir par où aller. Tout le monde sait qu'un pays comme le Nigeria, c'est l'un des pays où effectivement le trafic de carburant est très développé. Et donc ça passe effectivement par le Bénin et ensuite stocké au Burkina dans la zone de Koualou, où effectivement maintenant on se charge de faire le dispatching, si vous voulez, dans certaines localités telles que Koupela, voilà, même à Ouagadougou, des carburants arrivent ici. Et donc plateau central, etc. Donc il y a beaucoup de régions qui sont servies et par effectivement ces contrebandiers. Et donc ce sont des individus qui se font beaucoup d'argent au détriment de notre économie, parce que ce sont des mannes qui échappent pratiquement à l'économie nationale. Avant de poursuivre, la fumée blanche est sortie certainement du côté du congrès du MPP. C'est finalement Alassane Bala Sakandé qui va succéder à Simon Compaoré, et Mathias Tankwano va certainement quitter le Conseil supérieur de la communication, puisqu'il est désigné chargé des questions électorales du MPP. On en viendra dans le dernier sujet. Et Inoussa, par rapport au dossier en justice, est-ce qu'on peut aussi désespérer peut-être de ce dossier qui est aujourd'hui entre les mains de la justice? Lequel? Par rapport au trafic illicite des carburants? Bon. Question à $1000. On espère vraiment que la justice aura les moyens nécessaires et se donnera les moyens nécessaires pour pouvoir arriver à terme. Parce que c'est très fondamental que la justice joue son rôle. Ils ont déjà commencé à travers un premier procès à montrer que bon, ils peuvent juger les terroristes et tous ceux qui gravitent autour. Et mon plus grand souhait, c'est qu'ils puissent continuer. Mais je voudrais, par rapport à la collaboration des populations, dire que bon, on le demande assez souvent aux populations, mais il faudrait qu'au niveau de l'État aussi, on crée les conditions pour faciliter cette collaboration-là. Quand je le dis, je pense à toutes ces personnes-là qui ont souvent collaboré et qui malheureusement ont eu le retour du bâton de la part surtout des terroristes. Parce que quand il n'y a pas de mécanisme huilé pour permettre aux populations de donner l'information sans s'exposer, évidemment, quand on le fait une fois, deux fois et qu'il y a des répressions sauvages, ça décourage les populations à collaborer. Donc, je pense qu'on a déjà l'ANR qui fait un travail remarquable, mais il faut approfondir ce travail-là et surtout permettre aux populations d'avoir des créneaux, des mécanismes de passer l'information sans pour autant s'exposer. Or, il se trouve que dans les localités touchées, quand tu veux donner l'information, il faut aller à la gendarmerie ou à la police, et c'est très difficile. Tout le monde connaît tout le monde et ce n'est pas toujours évident. Sinon, les populations veulent collaborer. Mais comment collaborer et rester en sécurité? C'est là tout le... Je pense que sur cette question, ce que vous dites est très pertinent, mais sur cette question, je pense que c'est aux structures institutionnelles, connaissant la réalité du terrain, parce que tout le monde sait que les dénonciations sont, dans une certaine mesure, risquées. Elles sont à l'anonymat et c'est garanti, mais dans les petits villages, c'est difficile. C'est à l'ANR, aux agences de renseignement, de voir quelles sont les stratégies qu'ils peuvent adapter au terrain pour recueillir les informations. Parce que tant qu'eux-mêmes ne vont pas s'impliquer avec des stratégies, j'allais dire percutantes, sachant la réticence des populations sur le terrain, alors on a besoin de renseignements. Sans renseignement, on ne peut pas agir. Sans renseignement, on ne peut pas agir. Et le problème, si on met une structure formelle de dénonciation, les terroristes savent. Ils vont infiltrer, ils vont surveiller, ils savent qui va dire quoi. Mais si les renseignements ont un dispositif qui leur appartient, qui est adapté au terrain, à chaque localité, ils peuvent recueillir des informations fort utiles pour eux, sans exposer les personnes. Par exemple, on ne peut pas sortir à la télé, demander aux gens de venir
dénoncer. Bon, je ne sais pas jusqu'où ça peut être très Je pense que là-dessus, effectivement, il faut peut-être une sensibilisation. Il ne s'agit pas de se lever comme ça, allègrement aller à la gendarmerie parce que vous avez une information. Je pense que quand même aujourd'hui, avec l'éthique, on peut faire une dénonciation tout en se protégeant. Voilà. Donc, il y a qu'aujourd'hui, lorsque vous donnez l'alerte... Sauf que dans les villages... Lorsque vous donnez l'alerte... Bon, aujourd'hui, il n'y a pas un village au Burkina où il n'y a pas de téléphone portable, il faut le dire. Le taux de pénétration de portable, c'est le plus élevé pratiquement dans tous les... Et avec les Android. Exactement. Et aujourd'hui, vous pouvez donner l'alerte, quitte à ce qu'on recherche à vérifier après. Et maintenant, bon, une fois qu'on a une bride d'informations, on peut vous donner peut-être un rendez-vous qui ne sera pas forcément à la gendarmerie. Sinon, ça va vous exposer quand même. Si vous allez à la gendarmerie, vous sortez et 2 jours on arrête un contrebandier, mais ils vont venir vous attaquer, tout le monde saura que c'est vous. Donc ça peut se faire effectivement de façon, vous pouvez ne même pas aller à la gendarmerie, mais vous adresser à d'autres services qui travaillent avec la gendarmerie. Voilà pourquoi j'ai dit il faut sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent que ce n'est pas forcément à la gendarmerie ou à la police qu'il faut faire les dénonciations. Il y a des services qui travaillent avec ces différentes unités-là et on peut effectivement leur donner l'information. Vous pouvez donner une information à travers un agent de sécurité. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer forcément. Donc, ça peut être dans un endroit où personne ne soupçonne qu'il s'agit d'une telle situation. Vous donnez juste une petite information, mais très précise pour permettre effectivement de remonter le fil et, bon, finalement, aboutir effectivement à des interpellations ou en tout cas à des relax. Je pense qu'il faut féliciter en tout cas tous les services dont les efforts ont permis de réaliser ce coup de filet, parce que c'est extrêmement important. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont concouru à la réalisation de cette opération doivent quand même se sentir fiers. Parce que ça permet quand même de nettoyer, ne serait qu'un tant soit peu, effectivement, de minuer. Et de désorganiser Exactement, et de désorganiser les réseaux. Donc c'est extrêmement important. Oui, et parlant de lutte contre le terrorisme, le président du FASO à la 76e Assemblée générale de l'ONU se fait le porte-parole, pour ne pas dire le porte-voix des pays du G5 Sahel, et il souhaiterait que certainement cette lutte contre le terrorisme au Sahel soit renforcée, que les moyens soient mis à la disposition, même si sur le terrain on voit aussi avec des affaires comme Wagner ou les uns et les autres aussi des conventions, quelque part des voix parfois discordantes, mais pour vous, Inoussa, comment vous analysez un peu cela, le fait de pouvoir loger la lutte contre le terrorisme au Sahel au chapitre 7, je crois, de l'ONU, pour avoir plus de moyens, mais aussi plus d'ancrage? Oui, c'est effectivement une bonne chose si nous parvenions donc à faire en sorte que ce combat-là soit inscrit, comme vous le dites, dans le 7e chapitre des Nations Unies, parce que tout seul, il est difficile de combattre ce phénomène-là qui est mondial, parce que le terrorisme est mouvant, etc. Et même les pays du G5 Sahel seulement n'arrivent pas à mobiliser tous les moyens nécessaires pour parvenir à éradiquer le terrorisme. À plus forte raison, le Burkina tout seul ne peut pas arriver donc à vaincre le terrorisme. Donc de ce point de vue-là, c'est nécessaire que les uns et les autres avancent ensemble, qu'on sente la présence de la communauté internationale à travers des soutiens multiformes, et que surtout les États africains se coalisent davantage, parce que quand vous prenez les voisins du Burkina, il n'y a que, par exemple, le Niger et le Mali qui sont dans ce G5 Sahel-là et qui mènent la bataille avec le Burkina. Les autres pays, chacun essaie d'une manière ou d'une autre de collaborer. Je pense à la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on a une certaine collaboration au niveau de la défense, mais du côté du Bénin, du côté du Togo, ce sont des frontières où justement on parlait de carburant tout à l'heure. C'est des pays qui doivent être, il y a le Ghana aussi, qui doivent s'impliquer fortement dans la lutte contre le terrorisme. Or, on ne sent pas véritablement cette solidarité africaine-là.
Mais au-delà de ce que le président du Faso a dit, je crois aussi que lui-même a reconnu dans l'une de ses sorties que la lutte contre le terrorisme doit être d'abord endogène et que nous devons nous appuyer sur nos propres forces. Donc oui, c'est bien d'appeler à l'aide internationale, c'est bien d'appeler à l'aide sous-régionale, mais c'est surtout bien que nous nous organisons davantage à l'interne, que nous nous structurons davantage, que nous faisons en sorte que la lutte contre le terrorisme soit vraiment une préoccupation centrale dans notre vécu au quotidien. Mais l'autre chose que je voulais évoquer dans ce speech, oui. C'est même pas le speech, l'absence du Burkina à cette 76e session des Nations Unies. Mais c'est très grave. Le président a fait un discours. Le président a fait un discours, mais le président n'est pas allé. Mais est-ce que ce n'est pas le contexte aussi de Covid? Non, ce n'est pas le contexte de Covid. Il y avait d'autres nationalités là-bas. C'est quand même une rencontre assez importante où tous les grands de ce monde se rencontrent pour discuter. Quand on adresse une vidéo, ce n'est pas la même chose que quand on se déplace. Le Premier ministre malien y était. Il a pris la parole, il a donné l'avis du Mali sur la question. Il était bien que le Burkina aussi y soit. Si le président du Faso ne peut pas y aller pour des raisons diverses, le Premier ministre peut aller. Mais là, même le ministre des Affaires étrangères n'y est pas allé. Au cours de ces sessions-là, il devait être discuté des questions importantes sur l'agriculture, par exemple. Il devait y avoir des rencontres sur l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture n'est pas allé. Il devait y avoir une rencontre importante sur l'énergie. Notre ministre de l'énergie n'est pas allé. Mais vous savez tous pourquoi. Parce qu'il y avait des enjeux. Non, il y avait le Congrès. Mais le Congrès, c'est d'abord des intérêts individuels. Mais il faut faire la différence entre les intérêts individuels et les intérêts du pays. Qu'est-ce que nous perdons en tant que pays à ne pas y être au nom d'un Congrès politique? Ils ont certes le droit, en tant qu'homme politique, d'aller au Congrès. Mais quand il y a un choix à faire entre aller défendre ses propres intérêts dans le parti et l'intérêt du pays à l'international, il y a des choix à faire. Et moi, j'ai été choqué de constater que ces trois ministres-là qui devaient y être, qui ont fait leur vaccin, certains ont même pris des rendez-vous à l'international, mais ont fini par ne pas aller parce qu'il y avait les enjeux du Congrès. Ce n'est pas agréable cela. Et ça met notre pays en retard. Et je pense que les enjeux actuels du pays font que ce n'est pas normal et ils doivent être interpellés tous. Oui, Tao, sur cette question de lutte contre le terrorisme au Sahel et l'adresse du président du Faso à la 76e Assemblée générale de l'ONU, on l'a vu, ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois, si on peut le dire ainsi. Et finalement, on se demande, est-ce que... Il y a un problème. Voilà. Il y a un problème. Il nous a bien décrit la situation. Il faut une solidarité régionale, la mise en commun d'un certain nombre de moyens. Mais on sait que nos pays ne sont pas à la hauteur, on n'a pas assez de ressources. Mais il faut qu'avec le peu de ressources qu'on a, qu'on essaie de l'adapter aux besoins que nous avons et de montrer la direction. En ce moment, on va attirer d'autres soutiens. Parce que à l'international, j'ai l'impression que les gens trouvent qu'on ne fait pas assez d'efforts sur le terrain. Donc, c'est facile d'appeler à la solidarité internationale quand, en interne, vous-même, vous ne développez pas des stratégies endogènes avec vos peu de moyens, que vous produisez un peu de résultats pour attirer, j'allais dire, des investisseurs dans votre business. Mais là où j'ai l'impression qu'on fait un peu fausse route sur l'appel international, vous voyez, on a déjà la MINUSMA au Mali, chapitre 7. Donc, l'appel du président consiste à dire quoi? Qu'on mette l'effort du G5 là aussi sous... On va avoir dans la même zone... Deux forces, pratiquement le même objectif. Il faut qu'effectivement, on essaie de discuter. Il faut qu'on dise où sont les priorités. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rouvrir le mandat de la MINUSMA pour s'occuper de la zone des 3 frontières, par exemple? Parce que c'est ça une priorité. Parce que si dans la zone des 3 frontières, si le terrorisme perdure, prend ses racines, tous les 3 États sont en danger. Surtout qu'ils sont en train de développer des couloirs. Est-ce que vous voyez? Donc, moi je pense qu'à ce niveau, il y a un vrai débat qu'on doit poser. Et le président lance effectivement un appel à l'ONU. Je suis d'accord avec Inoussa sur le point, ça c'est du lobbying qu'il faut faire.
Vous voyez que la force G5, l'alliance G5, c'est les Français qui sont derrière. C'est eux qui coordonnent. Est-ce qu'on peut avoir le chapitre 7 sans passer par la France? Ça, c'est une question que je me pose. Et est-ce que ce n'est pas ça qui fait un peu douter, ou peut-être ce n'est pas ça qui rend réticent les autres États au sommet, au niveau de l'ONU? À l'international, il y a des non-dits. Est-ce que dans le cadre d'un travail de lobbying, parce que les Maliens sont en train de vouloir prendre leur indépendance, est-ce que le Burkina aussi prendrait-il pas son indépendance? Discuter avec d'autres partenaires à l'international, au sein de l'ONU, pour voir comment on peut résoudre ce problème de façon globale. Parce que c'est ce que fait la MINUSMA, c'est ce que va faire le G5. Donc ça va faire 2 mandats pour un même mesure. Je pense qu'il y a un travail déjà de communication, un travail stratégique à faire entre les États concernés et les partenaires à l'international pour voir comment on peut arriver à une force unie. Parce que ça va faire une dispersion de moyens. C'est vrai que si on a le chapitre 7, il y a plus de moyens qui arrivent, mais autant mutualiser les moyens si on est d'accord, puisque les mêmes forces vont se retrouver. Nous, on a des Burkinabés qui sont à la MINUSMA, comme les autres pays membres. Donc, il faut qu'on essaie de voir comment on peut effectivement rationaliser ces forces-là. Davadi Zumbara. Je pense qu'en prononçant son discours, Roch-Marc Christian Kaboré défend, à mon avis, des causes justes, parce que c'est vrai que le Covid-19, par exemple, n'a pas fait autant de dégâts au Burkina comme ailleurs. Et c'est d'ailleurs heureux pour nous. On peut dire Dieu merci. Reste que cette maladie, quand même, il faut le reconnaître, a porté un grave préjudice à l'économie nationale et a même bouleversé nos habitudes. Et donc, de ce point de vue, effectivement, aujourd'hui, ça reste une actualité. Et donc, pour se mettre à l'abri, il n'y a certainement, pour l'instant, qu'une solution, qui est la vaccination. Et pour effectivement bénéficier d'une couverture vaccinale assez importante, il faut avoir les moyens que nous n'avons malheureusement pas, il faut le reconnaître. Et donc, c'est normal qu'à ce niveau, ROC fasse appel effectivement à la communauté internationale. Alors, sur le plan sécuritaire, il n'est secret pour personne que les pays du G5 Sahel ne parviennent pas, en tout cas jusque-là, à boutir le terrorisme hors de leurs frontières. Et c'est dit sur l'ère de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire. La question que l'on pourrait se poser est celle de savoir est-ce que le discours de ROC suffit seulement à faire fléchir la position de la communauté internationale qui jusque-là refuse effectivement de placer la force G5 Sahel sous le chapitre 7 de l'ONU. Ce n'est pas évident. J'en doute fort pour la simple raison qu'aujourd'hui, on a même le sentiment que les pays du G5 Sahel font preuve d'incohérence. Pendant que le Burkina négocie avec la Turquie pour l'acquisition du matériel militaire, on voit le Mali qui se tourne vers la Russie à travers la société privée de paramilitaires Wagner pour le recrutement de mercenaires. Alors lorsqu'on est face à des partenaires traditionnels et qu'on agit ainsi, ces derniers peuvent se poser des questions. Vous voyez, il y a une sorte d'incohérence, comme quelqu'un l'a dit. Le G5 Sahel, quand même, quoi que l'on dise, le premier partenaire, c'est la France, parce que c'est la France qui nous appuie. Donc, si on doit se tourner vers d'autres partenaires qui ont leur manière de faire entre griffes, je ne sais pas comment on peut prospérer. Donc, on défend effectivement des causes nobles, mais la manière peut-être de le faire pose problème. Les pays du G5 Sahel doivent comprendre que s'ils veulent des résultats assez satisfaisants sur le terrain, il faut une mise en commun des moyens. Il faut mutualiser les moyens. Il faut avoir un front commun. Et aujourd'hui, nous ne le constatons pas parce que chacun y va de ses moyens. C'est vrai que face au péril terroriste aujourd'hui que nous connaissons, il est du devoir de chaque chef d'État de prendre les décisions qui sied, de prendre les mesures pour protéger ses citoyens. Mais encore une fois, cela ne doit pas justifier cette façon de faire. Parce qu'il y a une dispersion d'énergie. Je crois que ça pose un véritable problème. Il faut qu'au niveau du G5 Sahel, que les présidents s'engagent. Regardez la cotisation dès le départ pour le G5 Sahel, c'était autour d'1 milliard. On a estimé que c'était assez important pour nos nations. Le Mali est en train de négocier où il va dépenser par mois 6 milliards en octroyant encore 3 mines à la société Wagner. Ça n'a rien à comparer avec 1 milliard. C'est pour dire que si on est capable, par exemple, de débourser autant de moyens
Ça veut dire qu'on peut mettre ces moyens ensemble et faire fonctionner la force G5 Sahel, dont les missions sont quand même différentes de celles de MINUSMA, il faut le reconnaître, sauf à changer le mandat, par exemple, de la MINUSMA. On peut effectivement le rendre plus robuste de manière à permettre à cette force-là de pouvoir intervenir sur les autres zones de la sous-région. Mais la force G5 Sahel, telle qu'elle a été effectivement créée, englobe beaucoup de choses. Il y a les questions militaires, mais il y a aussi les questions de développement qu'il ne faut pas oublier. Ce qui n'est pas dans le cadre de la MINUSMA, voilà, où effectivement on a nos éléments, il faut le reconnaître, ainsi que certains pays. Qui ne travaillent que pour le maintien de la paix. Exactement, qui ne travaillent que pour le maintien de la paix. Or, les forces du G5 Sahel doivent aller sur le terrain, traquer l'ennemi, ce qui n'est pas la même chose que MINUSMA, par exemple, qui ne réagit que lorsqu'on les attaque. Donc je pense qu'à défaut peut-être d'opérationnaliser véritablement la force G5 Sahel, il faut peut-être plaider pour qu'on puisse effectivement avoir un mandat plus robuste pour la MINUSMA, ce qui permettrait effectivement d'aider nos forces. D'autant plus qu'aujourd'hui, les Américains ont changé, j'allais dire, leur attitude, parce qu'au départ, avec Donald Trump, ce n'était pas question que l'Amérique intervienne d'une certaine manière au niveau du Sahel. C'était pour aider effectivement la France et les pays individuellement. Mais aujourd'hui, avec Joe Biden, les choses ont changé. L'Amérique s'engage à appuyer davantage les pays du G5 Sahel. Donc je pense que c'est une occasion pour nous de profiter avec ces partenaires traditionnels-là pour renforcer non seulement les moyens militaires, mais aussi réaliser surtout des projets structurants pour nos populations. C'est que les gens oublient, si on a un minimum de sécurité et que les gens n'ont pas du travail, ils seront toujours dans l'insécurité. Tant qu'on ne va pas trouver des emplois pour les jeunes, les terroristes vont continuer naturellement à les recruter. Parce que mais vous n'allez pas dire à ces jeunes-là de s'asseoir sans rien faire. Quelqu'un qui a entre 25 et 35 ans et qui n'a absolument rien à faire, mais ça pose un problème. Vous voulez qu'il mange quoi? Donc, c'est pour dire que je pense qu'on travaille dans une situation où on débouche beaucoup de moyens, mais j'ai l'impression que ces moyens sont mal utilisés. Et lorsqu'on véhicule un discours dans ces conditions, ce n'est pas évident qu'on puisse nous entendre. Innocent l'a dit, lorsqu'on a une cause noble, Innocent l'a dit, lorsqu'on a une cause noble à défendre, comme l'a fait Roch, il devrait effectivement se déplacer. Parce que c'est aussi ça. Sinon, si vous restez chez vous, même si ce n'est pas visioconférence qui semble être à la mode aujourd'hui, à mon avis, c'est insuffisant. Le Malien s'est déplacé tout simplement parce qu'il y avait la question de Wagner. Et donc il fallait aller effectivement expliquer. Bon, même si aujourd'hui on peut trouver à redire, il a quand même eu le mérite d'avoir fait le déplacement. Roch aurait pu effectivement le faire. Bon, on peut aussi dire qu'en réalité, les sujets portés par Roch Christian Kaboré ne sont pas nouveaux. La question du placement de la force G5 Sahel sous le chapitre de l'ONU ne date pas d'aujourd'hui. Ils l'ont toujours réclamé. La question des moyens de lutte contre le Covid-19 ne date pas aujourd'hui. Beaucoup de présidents l'ont dit avant Roch Christian Kaboré, notamment les Sud-Africains, le Ghanéen, etc. Donc on peut dire peut-être c'est tout cela qui justifie peut-être le fait que Roch n'a pas jugé utile de se rendre à l'ONU pour effectivement plaider. Oui, et Tao, pour terminer sur ce sujet. Moi, je veux juste revenir sur un aspect de nos discussions. Je pense que c'est légitime pour un pays, dans ce contexte-là, de chercher à renforcer ses propres ressources militaires, stratégiques. Donc, il ne faut pas forcément faire un reproche à un pays qui cherche à avoir plus d'équipements, plus d'armements, parce que c'est ça que vous allez utiliser pour aller au front. Si on dit de mutualiser les ressources, vous mutualisez quelles ressources? Il faut des compétences, il faut des équipements. C'est pour cela qu'il faut qu'on essaie de voir justement global et quels sont nos besoins communs, comment on renforce nos capacités de façon commune et on monte au front et on monte en puissance ensemble. Effectivement, là, à ce niveau, je peux dire qu'il y a un travail d'harmonisation à faire pour ne pas qu'on arrive de façon désorganisée sur le terrain. Mais sinon, c'est légitime pour un État, c'est légitime pour le Burkina d'avoir un service de renseignement performant, d'avoir une force spéciale très bien équipée, très bien formée. Bon, ça, c'est du B2B entre pays. Ce n'est pas les Nations Unies qui vont venir vous donner ça. Les Nations Unies vont dire on crée un cadre pour que vos ressources, là, on puisse les exploiter pour atteindre vos objectifs. Damadi Zoumbara, oui, vous voulez sur le sujet. C'est très important, en fait. Au-delà du discours, je voudrais insister là-dessus. C'est des cadres de rencontres et ils sont mieux placés pour le connaître et pour le savoir. C'est des rencontres bilatérales aussi qui se font à ces occasions-là. Et dans ce type de rencontres, les coulisses même sont plus importantes que les discours officiels.
Or, en balançant juste un discours, et puis on s'assoit, ça ne suffit pas. Les enjeux et le contexte sont tels qu'il fallait aller plus. Et je dis que je comprends que le chef de l'État lui-même ne puisse pas y aller. Ça, on peut comprendre. Il y a le Premier ministre qui est là. Pourquoi il n'y est pas allé? Je ne sais pas. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui est là. Pourquoi il n'est pas allé? Et j'ai expliqué pourquoi. Or, on vient d'envoyer un nouveau ambassadeur qui a pris fonction il y a juste quelques jours. C'est vrai, c'est un diplomate, mais quand on vient d'arriver, on ne connaît pas encore tous les rouages. Bref, c'est pour dire que... Mais il avait travaillé à New York et à Washington avant d'être nouveau. Ce n'est pas un nouveau en tant que tel. Mais il vient de prendre fonction dans le poste qu'il occupe. Ambassadeur. Et il faut planifier les agendas, etc. Et ce n'est pas toujours évident. Mais l'un dans l'autre, j'ai dit que c'est des erreurs stratégiques parce qu'on ne doit pas faire. Parce que même la lutte contre le terrorisme dont on parle là, c'est une affaire diplomatique aussi. Mais où sont nos diplomates? Pendant que toute l'humanité se retrouve à New York, pendant que tout le monde se retrouve là-bas, où on doit discuter des enjeux de ce monde et donner notre vision, on ne le fait pas. Parce qu'on a des questions domestiques, individuelles, personnelles, etc. Moi, c'est ça ma préoccupation. C'est qu'ici, dans ce contexte précis, les intérêts du pays n'ont pas été mis au-dessus des intérêts personnels et individuels. Moi, c'est ce que je dénonce. Maintenant, évidemment, les discussions peuvent se poursuivre. On peut dire que les diplomates font le travail sur le terrain. On peut dire que ce sont des questions sur lesquelles on s'est répété et qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre. Mais dans tous les cas, moi, je maintiens ma position. On aurait dû être là-bas pour discuter les intérêts du pays. Et j'ai indiqué que ce n'est pas seulement le président. On avait des agendas sur les questions de l'énergie, sur les questions de l'agriculture, voilà, où il était prévu que ces ministres-là y soient. Notre ministre de la Justice y est, parce qu'il y a des questions de droits humains qui devaient être discutées. Mais on comprend peut-être qu'elle n'est pas trop politique pour rester... Tao, en 30 secondes, avant qu'on passe au dernier sujet de débat, parce qu'on est un peu pris par le temps. Sous réserve qu'on ait des explications officielles. Bon, c'est vrai que ce sont des rencontres qui se préparent. Effectivement, si à la dernière minute, ces gars-là n'y sont pas, il faudrait effectivement se poser des questions. Il faut qu'on nous donne les réponses. Le peuple a besoin de savoir. Vous l'avez dit, Tao, il y avait aussi le congrès du parti au pouvoir. Non, mais justement, il faut donner. Non, ça, c'est le fait. Le fait, c'est qu'il y avait le congrès. Hein? Le fait, c'est qu'on n'a pas été représenté au plus haut niveau, alors qu'on devait y être. Il faut qu'on nous explique ce choix. C'est là où on a besoin qu'ils sortent officiellement nous dire, voilà pour telle raison. Parce que souvent, les Nations Unies aussi, il y a une idée, malheureusement, qui est souvent développée, c'est que souvent c'est une fois, c'est que des discours. Si vous avez bien préparé votre rencontre et que vous avez des rendez-vous stratégiques, vous y allez. Mais si vous estimez que vous avez déjà fait le lobbying, le nécessaire, et que ce n'est pas sûr que ça porte des fruits, c'est pas la peine aussi de gaspiller de l'argent et d'y aller. Donc souvent c'est des choix, mais ça aussi a été il dit que les coulisses peuvent être plus importantes que je suis d'accord, mais les coulisses, vous savez que ça, ces rencontres-là, ça se prépare longtemps à l'avance. Donc on ne peut pas se lever sur un coup de tête y aller. Si peut-être que vous avez fait votre B2B et que ça n'a pas porté, bon, vous pouvez faire des choix. Mais il faut officiellement que les gens nous disent ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. D'accord. En attendant ces explications, on va évoluer avec le dernier sujet de débat ce matin à débat des presses. C'est le congrès extraordinaire du MPP, le deuxième du genre qui s'achève ce dimanche, et je le disais tantôt. Le successeur de Simon Compaoré est connu, Dabadi Zoumbara, Alassane Bala Kandé, qui prend les rênes du parti au pouvoir au moment où ce parti se grossit avec l'arrivée de transfuges, mais de nouveaux partis. Pour vous, est-ce qu'il y a une redistribution des cartes sur l'échiquier politique auquel il faut s'attendre? Naturellement, oui. Dans la mesure où, effectivement, il y a une personnalité comme Simon Compaoré qui s'en est allé. Je vais parler de la présidence du parti, bien sûr, il faut être clair là-dessus. C'est quelqu'un qui a été de tous les combats. Donc si aujourd'hui il a décidé de se retirer, que ce soit de façon volontaire ou par la contrainte, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que ça traduit quand même l'esprit, j'allais dire, de sagesse, mais aussi de discipline.
Voilà. Et donc, je pense que si on a effectivement un nouveau qui est arrivé, il faudrait travailler effectivement à ce que ce dernier puisse aussi marquer son empreinte, les partis. Et je pense qu'ici, ce congrès, il s'agissait surtout de structurer le parti pour que aux prochaines élections, d'abord municipales en 2022 et présidentielles en 2025, que le parti puisse conserver le pouvoir. Donc je pense que le parti donne à travers ce congrès déjà la couleur, ses ambitions. Et je pense que, comme on l'a dit, qui veut voyager loin maintenant sa monture. Et donc je pense que le MPP a déjà pris les devants pour faire en sorte que les structures soient renouvelées, pour que s'il y a des frustrations, qu'on puisse travailler à faire taire les querelles internes, pour que finalement, d'ici 2025, qu'on puisse affronter ces élections avec beaucoup de sérénité. Donc, le parti, effectivement, a enregistré beaucoup d'adhésions, mais le parti aussi a prononcé des exclusions. Donc, il fallait entériner toutes ces décisions. Et donc, je pense que de ce congrès se jouait quand même l'avenir du MPP, il faut le reconnaître, parce que si ça échoue, eh bien, ça va être difficile plus tard à gérer. Donc, aujourd'hui, c'est Bala Sakandé qui a été élu. Pour ce que j'ai pu avoir comme information avant d'entrer, et c'est une proposition qui a été adoptée à l'unanimité. Donc, on peut dire que le MPP a compris qu'il faut travailler à ce que la cohésion puisse régner au maximum au sein du parti, ce qui est tout à fait une bonne chose, parce que déjà au niveau national, le Burkina fait face à plusieurs difficultés, dont la plus grande, c'est naturellement la question sécuritaire. Si au sein encore du parti qui gouverne, il y a des soucis, eh bien, on peut avoir plus de difficultés. Donc je pense que, bon, le choix peut-être de Bala Sakandé aussi est lié au fait que ce dernier, il faut le reconnaître, a quand même fait ses preuves, si je peux le dire ainsi. Lors des élections passées, il était directeur de campagne de la province du Kadiogo et il s'en est sorti avec des résultats assez satisfaisants pour le parti. Au niveau de l'Assemblée nationale, il fait preuve d'un management assez, j'allais dire, apprécié par l'ensemble de la classe politique, que ce soit celle de la majorité ou de l'opposition. À un moment donné, on a même dénoncé plus ou moins cette façon de faire parce qu'on sent une sorte de consensus qui, à chaque fois, se dégage au sein de l'Assemblée nationale, ce qui peut ne pas servir forcément notre démocratie. Mais en interne, pour un parti, c'est une bonne chose parce que ça permet aux militants d'aller dans la même direction, de regarder dans la même direction et par conséquent de travailler à mener le même combat. Donc ici, on peut dire que le MPP déjà se prépare, hein, et je ne serai pas surpris que les résultats qu'ils vont obtenir effectivement soient à la hauteur de leurs attentes. Parce que les autres partis peut-être n'ont pas encore mis les choses en branle, mais après ce congrès, ça dit que ça sera un travail de terrain qui va se faire. Et donc je pense que, en tout cas, le parti a compris qu'il faut travailler de manière à ce qu'il y ait vraiment la cohésion. Mais c'est la crainte qu'il faut avoir, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ce parti a enregistré beaucoup d'adhésions. Et je ne sais pas comment on va faire pour contenter toutes ces personnalités. D'autant plus que certaines ne comptent pas pour du beurre. Il y a des têtes fortes qui sont arrivées dans ce parti. Il faut les trouver certainement des postes, ce qui n'est pas évident parce qu'on les qualifierait de militants de la 25e ère. Est-ce qu'il faut les mettre en avant par rapport aux anciens? Donc autant de questions que le nouveau président va devoir effectivement régler. Abdoulaye Tao, pourtant on le disait, trop jeune et pressé. Bon, on dit que aux âmes bien nées, oui. Voilà, donc je pense que pour lui c'est quand même un gros succès à titre personnel parce que je crois qu'il y a quelques mois c'était pas gagné d'avance. Parce que même jusqu'à hier, il y a encore d'autres noms qui circulaient et il n'était pas, en tout cas c'est un renseignement que moi j'avais, je ne sais pas si c'était très bon, il n'était pas forcément le favori. Donc, si aujourd'hui son nom vient, ça veut dire que c'est au bénéfice d'un certain nombre d'actions que Dabadi vient de numérer. Ça doit être peut-être l'homme de la situation aujourd'hui. Et c'est à lui de montrer sa capacité à rassembler le parti, à maintenir sa cohésion. Parce que ça ne va pas être aisé avec les fusions qu'on a observées. Les courants, il n'y a pas de doute, il y a des courants au sein. Avant ce congrès, il y avait des courants au sein du parti et ces courants vont persister. Donc c'est à lui d'être un peu à la hauteur et puis de
je pense que sa mission principale, c'est de poursuivre, de conduire le parti aux prochaines élections municipales et voilà. Mais ce qui me paraît peut-être important dans le choix de Bala, au-delà du côté populaire, c'est qu'il sait parler au peuple. Et il a un peu ce atout que Simon a, et c'est un homme d'action. C'est-à-dire, au-delà du discours, il est pragmatique. Donc, s'il allie ces deux qualités, peut-être que il va atteindre son objectif, de maintenir la cohésion du parti, et puis peut-être lui aussi, pourquoi avoir d'autres ambitions au-delà un peu de la présidence du parti. Oui, Inoussa Ouedraogo. Oui, c'est pas vraiment une grande surprise parce qu'il y a depuis quelques années, Bala Sakandé poussait. Il voulait vraiment prendre la tête du parti, il y a travaillé. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit maintenant. Je croyais que parce qu'il y avait une bataille très forte entre l'ancienne garde incarnée par Simon Compaoré, par Clément Sawadogo et Lassané et Sawadogo. Donc il y avait une bataille de fond entre cette jeune classe du MPP incarnée par Bala et cette vieille classe incarnée par ceux que je viens de citer. Et ce n'était pas évident vraiment pour Bala de pouvoir arriver à prendre la tête du parti. Les uns et les autres ont indiqué c'est un grand parti qui a besoin encore d'être organisé, d'être structuré pour des batailles futures. Et on espère que le nouveau président du MPP sera à la hauteur de ces enjeux-là et que surtout il pourra travailler éventuellement à plus de cohésion au sein du parti. Et je le dis parce que c'est nécessaire que le parti qui est au pouvoir puisse être bien organisé, bien structuré, parce que de ça aussi dépend la qualité de l'exécutif et la qualité du développement qu'on aura. Il est évident que au niveau du gouvernement, il y aura des chamboulements dans les mois qui viennent, parce qu'évidemment, quand un président arrive comme ça, il est sûr qu'ils voudront bien positionner leurs éléments. Et en filigrane, on voit que c'est 2025 qui se prépare déjà. Et Bala, en tant que président du parti, évidemment, rêvera de la présidence du pays, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, on assistera à des batailles rangées. Et déjà, après s'être positionné pour la présidence du parti, il voudra naturellement se positionner pour la présidence aux élections de 2025. Ce qui aura pour conséquence, à mon avis, une sorte de conséquence sur l'exécutif. Puisque les gens ne travailleront plus véritablement au développement, ils ne travailleront plus sur leur dossier véritablement, ils se projetteront déjà sur 2025. Donc il faut que le président ouvre les yeux, il faut que le Premier ministre ouvre les yeux, soit regardant sur les dossiers des politiques qui sont dans le gouvernement, parce que évidemment, ce genre d'enjeux-là peuvent prendre le dessus, comme on l'a vu malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, dans le cas de la 76e session des Nations Unies. Et en même temps, le parti qui se grossit de l'arrivée de nouveaux partis qui se font dans le parti ou de nouveaux arrivants, Dabadi l'a dit, comment arriver à pouvoir gérer tout ce beau monde qui est déjà là et ceux qui tapent également à la porte. Est-ce que ça ne deviendra pas un peu comme l'albatros de Baudelaire, où ces grands ailes ça serait difficile en tout cas pour le parti au pouvoir, parce que quand on a tout ce beau monde-là, si on n'a pas un système de management assez efficace et une certaine discipline à l'intérieur du parti, il y aura des cassures. Et plus on va s'approcher de 2025, plus des gens aussi quitteront le MPP. Des gens viendront certes grossir le rang, malgré qu'on estime que c'est déjà très grand ce parti, mais il y aura aussi des départs parce que d'autres n'auront pas de place sur le banc. Donc, ils seront obligés de partir. Ou peut-être même le banc risque de se casser. Tout à fait. Cela aussi est possible. Cela n'est pas à écarter. Parce que c'est vrai qu'on a indiqué l'ensemble des forces de Bala Sakandé, mais il a aussi des faiblesses et ses adversaires peuvent surfer justement sur ces faiblesses-là pour, en tout cas, l'empêcher
d'atteindre le prochain défi qui, à mon avis, devrait être donc la candidature à la présidentielle de 2025. Mais on observera, on verra l'un dans l'autre. Le plus important, c'est que tous les acteurs mettent d'abord au-dessus l'intérêt supérieur des Burkinabés. Oui, Tao, quel peut être vraiment le défi pour ce nouveau président du parti au pouvoir qui vient d'être élu? Non, déjà on a parlé de ça, c'est de maintenir la cohésion du parti et de préparer les échéances, parce que l'objectif d'un président de parti, c'est de gagner les élections et de positionner, comme Dabadi l'a dit, ces hommes pour pouvoir atteindre ces résultats. Mais moi, je veux revenir un peu sur les fusions, machin. Je pense que c'est... Dans le contexte actuel, je trouve que c'est un peu... Il y a deux façons de voir. Je pense que, a priori, je pense que c'est pas très bon pour la politique nationale. Moi, je pense qu'on est en train d'éroder, comment on appelle ça, nos ressources, nos capacités intellectuelles en termes de débats contradictoires. Si tout le monde, entre guillemets, va à la soupe, ça va affaiblir. Vous savez, on a une opposition dont le visage, c'est le CDP. Avec le problème que le CDP a, on s'attendait plutôt à ce que cette opposition-là, c'est-à-dire que, avec la situation qu'on vit qui n'est pas réluisante, que l'opposition puisse être vraiment une force de proposition, de contradiction pour amener l'exécutif à être vigilant, à être décisif. Mais si tout le monde court pour aller grossir les rangs du parti, on va se retrouver avec une opposition qui est réduite à sa plus simple exception, et c'est pas très bon. C'est pas très bon pour le pays, parce que on va vers ce qu'on appelle l'unanimisme. Et ça, c'est pas bon. Une sorte de parti unique. Voilà, et c'est pas bon. L'image de l'albatros, ça c'est le danger qui va guetter le parti, parce que ça peut imploser. Moi, je vous dis, les courants, il ne faut pas qu'on se le cache, les courants vont demeurer. Donc, il faut manager tout cela à bon port. Le président d'honneur sera certainement toujours là pour voir comment sauver... Tout dépendra aussi des rapports de sa zone de compétence, de ce qu'on peut lui permettre de faire, le droit qu'on lui donne. Vous avez vu que Blaise Compaoré est resté à Abidjan, mais il donnait des ordres ici. Quel est le domaine de compétence du président d'honneur sur un certain nombre de sujets face à un jeune comme Bala qui a de l'ambition, qui veut peut-être souvent, j'allais dire, faire bouger les frontières? C'est un exercice qu'on va observer. Tout à fait. Et donc l'information, c'est Alassane Bala Sakandé, élu président du MPP, et puis Mathias Tankwano qui quitte le Conseil supérieur de la communication pour devenir le chargé des questions électorales du MPP. Certainement qu'on reviendra sur tous ces sujets dans les prochains débats, à débat de presse. Et je m'en voudrais de ne pas évoquer peut-être cet événement à venir. Le 3 octobre, Dabadi Zumbara, les éditions Le Pays fête les 30 ans d'existence. C'est l'un des doyens de la presse écrite au Burkina Faso. Et pour vous, 30 ans, arriver à pouvoir tenir, c'est joyeux anniversaire, et c'est également à l'honneur de son fondateur, M. Sigué. Oui, tout à fait, parce que ce n'était pas aisé de pouvoir effectivement créer un journal en 91 et pouvoir le faire vivre jusqu'à 30 ans après. Aujourd'hui, ce n'est pas évident, parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez très bien, il y a eu des journaux qui ont effectivement eu des parutions, mais des coups de parution, compte tenu du contexte extrêmement difficile. Et pour le cas du journal, il faut reconnaître que la situation était d'autant plus difficile que la ligne éditoriale était telle que beaucoup ne vendaient pas cher la peau de M. Sigué, comme vous le dites, parce que certains lui donnaient juste 3 mois pour faire survivre son journal. Et les plus, je dirais, gentils ou plus optimistes lui donnaient 6 mois. Aujourd'hui, l'aventure dure 30 ans. Et donc, on ne peut que rendre effectivement hommage à M. Sigué en disant qu'il a effectivement démontré qu'il pouvait travailler et à renforcer notre démocratie à travers effectivement ce journal qu'il a créé un certain 3 octobre 1991. Alors, dans le cadre effectivement de la célébration de ce 30e anniversaire, nous avons un certain nombre d'activités, si vous me le permettez, peut-être je vais évoquer quelques-unes. Nous aurons par exemple le 30 septembre un panel à l'université de l'unité africaine, ex-IAM, à 10h. Et ce panel sera animé par le professeur Théophile Baluma et un monument de la presse au Burkina. Exactement, et l'ex-ministre Baba Aman. Alors,
Nous aurons également le 1er, c'est-à-dire le 1er octobre, une journée porte ouverte de 8h à 17h30 au siège du journal Le Pays. Le 2 octobre, nous aurons également un match de football qui va opposer l'équipe des éditions Le Pays à celle de l'association des journalistes sportifs de Burkina au cours de 9h. Et ce match va se dérouler au stade Issoufou Colombo, c'est-à-dire le stade municipal. Nous aurons également toujours dans la même journée de samedi 2 un don de vivres à remettre aux déplacés internes de Pazani à 10h. Et dans la même soirée, nous aurons une soirée gala, au cours de laquelle justement nous aurons un certain nombre d'activités, des prestations d'artistes, naturellement le discours du fondateur, et puis nous aurons également à récompenser un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent dans l'organisation de ces festivités, et aussi être reconnaissant vis-à-vis de certains de nos anciens, j'allais dire, de ceux qui nous accompagnent depuis de longues années. Et donc, je pense que, en tout cas, à l'heure où je vous parle, je peux dire en tant que président du comité d'organisation, ce qui est un grand honneur pour moi. Et sur ce plateau, on a trois anciens des éditions Le Pays, Abdoulaye Tao, Dabadi. Merci à vous. Merci à tous les trois d'être venus. Abdoulaye Tao est directeur de publication de l'Économiste du Faso. Inoussa Ouedraogo est directeur de publication de Bendré. Et Dabadi Zumbara, directeur des rédactions des éditions Le Pays. Merci. Hyacinthe Sanou, qui n'a certainement pas pu être là pour ce débat, certainement qu'il se remet de sa défaite au tir. Merci pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.